bonjour à tous, bienvenue dans cette émission un peu spéciale, l'émission Transmédia comme Valentin vient de vous le dire. On démarre une nouvelle heure, on vous accompagne de 13 h à 14 h. Et nous, notre émission, elle est sur les initiatives locales. Alors au programme, on parlera du VistaFest d'Hénin-Beaumont, du zéro déchet. On recevra également Alexandre Debroc, le président de l'association Les Jardins d'Ébène. On parlera aussi de l'asso ISRA, la petite cantine de Croix également. Monsieur M sera l'invité radio avec Mostefa et l'équipe radio. Et on commence tout de suite avec un reportage sur les randonnées du cœur, une initiative qui mêle donc le Lions Club et la Banque Alimentaire. Reportage de Maude Petit-Jovet et Sophie Pasquin. Il va falloir meubler. Et tout de suite, du coup, j'ai Maude sur le plateau qui donc est partie à la rencontre des bénévoles du Lions Club et aussi donc, du coup de la Banque Alimentaire. Maude, est-ce que tu peux nous parler de cette journée concernant la récolte de denrées alimentaires ? Alors, c'était la deuxième édition qui a été organisée pour récolter des denrées alimentaires pour la Banque Alimentaire, tout en organisant une marche, mais aussi une course dans le parc du Héron. Et en fait, pour participer à la marche ou à la course, il fallait ramener 3 kilos de denrées alimentaires pour aider la Banque Alimentaire. Donc, c'était la participation obligatoire. Il y a eu, l'année dernière, il y avait 1,5 tonnes et cette année, il y a eu 3 tonnes. D'accord. Écoute, on va décider de lancer le reportage tout de suite pour appuyer tes propos. Tout de suite, le reportage sur les randos du cœur. Activité en plein air et lutte contre la précarité. Dimanche dernier, le Lions Club s'est associé à la Banque Alimentaire. Les bienfaiteurs lillois organisaient des marches et courses de 5 et 10 km. Pour y participer, chacun devait apporter des denrées alimentaires non périssables. Aujourd'hui, nous sommes à Villeneuve-d'Ascq, autour du lac du Héron, dans ce magnifique site du lac du Héron. Et voilà, nous sommes là pour les randos du cœur que nous organisons au profit de la Banque Alimentaire du Nord. Nous sommes membres du Lions Club Lille Opéra, donc nous sommes 35 femmes. Et voilà, on a lancé l'opération l'année dernière, j'étais présidente et on a fait notre première édition l'annannée dernière. Nous avons eu 325 participants. Nous avons récolté 1,5 tonne de denrées alimentaires, de quoi nourrir à peu près 3300 repas pour les plus démunis. On a une membre de notre club qui était présidente de la Banque Alimentaire jusqu'à l'année dernière. Et puis donc c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis un petit moment. Et voilà, donc c'était un beau challenge parce que on est parti avec 0 €, donc on a dû trouver quelques sponsors pour payer l'assurance, trouver des gens qui veulent bien nous donner de quoi assurer les ravitaillements de fin de course et en cours de course. Donc voilà, c'était une belle aventure. Brigitte Parmentier, membre du Lions Club et de la Banque Alimentaire, nous en a expliqué le fonctionnement. Donc on apporte ici les 3 kilos de denrées pour participer soit à la marche, soit à la course. Et nous faisons un premier tri ici pour les mettre dans le camion qui va venir ce midi pour tout charger. Et on va retrier correctement à l'intérieur de la Banque Alimentaire avec nos bénévoles de la Banque Alimentaire. On a demandé ce qui était spécifié à la fois sur site internet et quand les gens viennent ici, que ce soit 3 kilos de denrées non périssables. Parce que le temps que ce soit distribué, retrié, distribué, il faut que ce soit des denrées qui ne soient pas des denrées fraîches pour éviter les problèmes d'hygiène et de sécurité alimentaire. La Banque Alimentaire, en fait, on nous donne gratuitement des denrées que nous redistribuons gratuitement à des associations. On ne fait pas directement à des bénéficiaires. C'est uniquement les associations et qui, elles, ont des gens qui sont inscrits chez elles et qui sont en situation de précarité, qui bénéficient des produits de la Banque Alimentaire. Les participants ne cachaient pas leur enthousiasme. L'année passée, je suis déjà venu. Comme je vais avec mon épouse, on fait que le 5 km. Autrement, j'en aurais fait 10. Et je participe pour la première fois à cette manifestation. Et franchement, je trouve ça sympa. En plus, le soleil est de la partie, donc je pense que tout est bien et tout va bien se passer. Pour les coureurs qui arrivent, s'il vous plaît, merci. Bravo à ceux qui ont fait la course. Alors c'était le parcours 10 km, voilà, en à peu près 50 minutes. J'ai ramené des conserves de légumes et de plats préparés. Voilà. C'est une des rares fois où je me suis investi et je trouve que ce que j'aime, c'est l'aspect concret en fait. Voilà.
de la démarche, le fait de distribuer, et puis voilà, pour les personnes en difficulté. Voilà. Je participe régulièrement à des courses et pour la deuxième fois, c'est très bien organisé. Voilà. J'ai rien à dire. Je pense que je participerai à nouveau. Les Randos du Cœur ont rassemblé 600 personnes. Au total, 3 tonnes ont été récoltées. C'est 2 fois plus que la première édition de l'année dernière. Et Maude est toujours avec moi sur le plateau. Donc Maude, nous avons vu dans le reportage que Brigitte Parmentier, donc l'ancienne présidente de la Banque Alimentaire et membre du Lions Club, disait qu'il y avait un intermédiaire entre la Banque Alimentaire et justement les bénéficiaires. Quelles sont-elles ? Alors en fait, c'est vrai que c'est pas comme les Restos du Cœur où on peut directement, où les personnes en situation de précarité qui ont besoin de nourriture peuvent directement aller au Restos du Cœur pour avoir la nourriture. Dans ces cas-là, en fait, il y a plusieurs associations qui distribuent les denrées récoltées par la Banque Alimentaire. Donc il y a par exemple Emmaüs, la Croix-Rouge, l'Armée du Salut. À la Banque Alimentaire du Nord, il y a 170 associations partenaires et en France, il y en a 5400. Ouais, donc c'est vraiment, il faut faire attention à ne pas penser qu'on peut tout de suite récupérer les dons alimentaires et les denrées directement à la Banque Alimentaire. Il faut passer par les associations entre deux pour pouvoir y bénéficier. Et justement, la Banque Alimentaire fait appel aux Randonnées du Cœur pour avoir des denrées alimentaires, mais pas seulement. Oui, il y a aussi la grande distribution. Il y a des récoltes journalières dans la grande distribution de produits frais et proches de la date de limite de consommation, mais encore consommables. Il y a aussi les industries agroalimentaires qui offrent des produits avec des défauts d'emballage ou d'étiquetage. Et il y a aussi pour les particuliers une collecte nationale en fin novembre. Et en fait, là, si on fait, par exemple, si on habite dans le Nord, la Banque Alimentaire du Nord, pour donner les denrées à la Banque Alimentaire du Nord, il faut aller à l'antenne de Dunkerque, de Ferrières ou de Valenciennes. D'accord. Eh bien, merci Maude pour toutes ces informations concernant la Banque Alimentaire et les Randos du Cœur. Et puis on continue cette émission, mais cette fois-ci plus sur le plateau télé. On rejoint Mostefa et l'équipe radio en radio. Merci Caroline et bonjour à tous pour les infos de la mi-journée. Radio UC Lille, les infos. On commence avec la réforme de la fonction publique présentée ce mercredi au Conseil des ministres. C'est une des grandes réformes de ce quinquennat, mais également la plus polémique. Pour cause, d'ici 2022, la suppression de 120 000 postes est prévue. Les syndicats fustigent catégoriquement cette décision. Elle accuse le gouvernement de détruire le service public et de s'inspirer progressivement des méthodes du privé. Parmi les autres points de la réforme, le recours aux contractuels, un recentrage des compétences ou encore la mise en place de ruptures conventionnelles basées sur le Code du travail. Des manifestations de fonctionnaires sont prévues aujourd'hui devant les préfectures, notamment dans la capitale. Quel avenir pour Ascoval? L'espoir renaît pour les 281 salariés. Un mois après le renoncement du groupe franco-belge Altifort, le tribunal de grande instance de Strasbourg a accordé un nouveau délai à l'Aïsserie de Saint-Saulve pour trouver son repreneur. Nouvelle deadline pour Ascoval, le 24 avril donc. Pour rappel, 3 offres ont été déposées, on l'a appris il y a quelques jours. Selon plusieurs médias, 2 seraient particulièrement pertinentes, celles de British Steel et de l'italien Calvi Network. Toutes prévoient une reprise totale de l'activité. Rendez-vous donc le mois prochain pour Ascoval. Le compte à rebours est lancé pour les européennes. Les élections auront lieu dans moins de 2 mois, jour pour jour. La République en marche a dévoilé sa liste avec un nom ambitieux, Renaissance de la majorité. 30 noms issus de la vie politique et de la société civile. À sa tête, Nathalie Loiseau, chargée des affaires européennes. Elle démissionne donc du gouvernement. Cette annonce n'était pas une surprise. C'est ce qui n'est pas le cas en revanche de son numéro 2, Pascal Canfin, ex-directeur général de WW France. Avec lui, LEREM souhaite mettre la question environnementale au cœur de son projet européen. Toujours en Europe, les députés européens hier ont voté à Strasbourg la réforme du droit d'auteur. Celle-ci consiste à redistribuer aux créateurs de contenu web. Cela va de la presse à la musique en passant par d'autres formes d'art. Les recettes publicitaires des GAFA, c'est une demande qui a été fortement demandée par les éditeurs de presse, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après le vieux continent, on traverse la Méditerranée pour l'Algérie, pratiquement 2 mois après les premières manifestations contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. De nouveaux rebondissements apparaissent. Hier, le chef de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Salah, a déclaré l'actuel président inapte à gouverner le pays. Aujourd'hui, c'est au tour du RND, parti politique allié de Bouteflika
avec le FLN de le lâcher. Son secrétaire et ancien Premier ministre Ahmed Ouyaria a même demandé sa démission. On termine avec du cinéma. Les fans de Tim Burton devraient l'attendre de pied ferme. Dumbo sort aujourd'hui avec Eva Green et Colin Farrell. Adepte des réinterprétations, le réalisateur importe sa touche personnelle pour son retour à Disney. C'était les infos de 13h. Un nouveau point sur l'actu à 14h. Et on passe tout de suite, à Élise qui va nous parler de la Vistafest, à Hénin-Beaumont. Donc c'est un festival, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. C'est un festival local de musique qui lance sa toute première édition cette année, les 1er et 2 juin prochains à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais. Et le Vistafest est particulier à bien des égards. Une belle programmation tout d'abord, Hyphen, Bakermat, Bagarre, Elephants ou encore The Pirouette. En tout, une vingtaine d'artistes sur 2 jours. Des groupes pop, rock, électro dont certains vont être annoncés prochainement. Les organisateurs ne sont pas communs non plus. C'est Thomas et Clément. Ils sont très jeunes, ils ont à peine 20 ans. Ils sont originaires d'Hénin-Beaumont, fans de festivals mais ne trouvaient pas leur bonheur près de chez eux. Ni une ni deux, ils se lancent dans des études d'événementiel à Paris, fondent leur association d'organisation d'événements, contactent les collectivités du coin. La ville est séduite par le projet. Le festival Vistafest peut alors voir le jour. Pour accueillir ce festival, direction le Parc des Îles, au sud d'Hénin-Beaumont et à 30 minutes de Lille. Un festival dans la nature à laquelle Thomas et Clément sont sensibles. C'est donc un éco-festival qu'ils ont voulu créer. Ils vont mettre en place un village avec différentes animations pour sensibiliser les gens au développement durable et des stands de restauration éco-responsables. Ils ont aussi prévu d'utiliser des groupes électrogènes fonctionnant à l'huile végétale, ainsi que des LED pour la scène. Des bornes de recharge solaire et des vélos chargeurs seront également proposés aux festivaliers. Un camping de 10 000 m² est mis à disposition des détenteurs du pass camping. Et concernant les prix, ils sont plutôt abordables. Comptez 20 € par jour en pré-vente, 25 € sur place et 35 € pour le pass week-end. Le Vistafest, c'est donc les 1er et 2 juin prochains à Hénin-Beaumont. Merci Élise. Et Vistafest, c'est un nom un peu difficile à dire. Oui, c'est pas évident. Mais je connaissais pas. Est-ce que Sophie, tu connaissais ce festival ? Mais je connaissais pas du tout. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses dans le Nord qui existent déjà. Surtout pour le mois de juillet, on a le Main Square à Arras, il y a les Nuits Secrètes à Aulnois fin juillet. Mais peut-être que ça manque un peu d'animation en juin et c'est une belle initiative. Surtout à Hénin-Beaumont. Surtout à Hénin-Beaumont, c'est vrai qu'on ne fait pas souvent la fête. Exactement, c'est vrai. Donc il fallait créer quelque chose et ils ont saisi l'opportunité, ces deux jeunes. Exactement, c'est vrai qu'à Hénin-Beaumont, comme tu disais Sophie, il y a un manque d'initiative. Voilà, il me semble. Et c'est pas loin de Lille. Hein. Exactement, c'est vrai. On peut y aller facilement en voiture. On privilégie comment ça s'appelle ? Le covoiturage. Évidemment. Exactement. On reste dans nos initiatives locales et là, c'est une initiative écologique. Et Sophie, en parlant d'initiative, tu nous as fait un petit récap de ce qui se passe en ce moment dans la métropole. Oui, tout à fait. Alors, pour vous permettre de patienter d'ici le mois de juin où vous retrouverez Élise au Vistafest, moi, je vous propose qu'on se concentre sur cette semaine. Donc, je vous propose un fabuleux agenda de ce qui se joue actuellement donc pour toute la semaine dans la métropole et vous allez voir, on est gâtés. Alors, sachez qu'aujourd'hui, c'est direction Roubaix. Au programme, la 2e édition de la Walking Jeune. Alors, derrière ce nom franglais, que se cache-t-il ? La Walking Jeune, c'est un forum organisé par les villes donc, de Roubaix, Croix, M et Lys-les-Lanois et les missions locales de chacune de ces villes. Qu'est-ce qui se passe ? Vous y serez accueillis au STAB, donc qui est le métropole couvert, jusqu'à 19h. Le but du rassemblement est multiple. Donc on a d'un côté l'insertion professionnelle, mais également tout ce qui va concerner l'offre culturelle et les loisirs, donc au sein de Roubaix, de la métropole et des villes concernées. Donc l'année dernière, la première édition a remporté un franc succès puisqu'il y avait plus de 50 exposants, donc des personnes qui proposaient de l'emploi ou de l'offre culturelle, hein, voilà, toujours la même logique. Et 2100 jeunes se sont rendus sur place, donc on leur souhaite le même succès cette année. Mais sachez que ce n'est pas tout pour aujourd'hui, parce que si vous vous sentez l'âme d'un artiste, mettez-vous en route illico presto, c'est direction l'Université de Lille. Cet après-midi, le collectif lillois Campus en Transition, donc qui milite pour une écologie et une écologie au sein de l'université, a récolté pendant 2 semaines les déchets du Crous. Alors c'est pas très attrayant comme ça, mais il y a une bonne raison derrière tout ça, c'est tout simplement pour les recycler en œuvres d'art. Et alors, chacun sera amené à réfléchir
C'est original comme idée. Ouais. Tu nous as dégoté une idée intéressante. Je connaissais pas. Je sais pas si toi, Élise, tu connaissais cette initiative. Ce principe-là, non, de recycler les déchets, pas du tout, mais ça me parle beaucoup. J'ai hâte d'en savoir plus. Sophie, si tu peux. C'est vrai. Bah écoute, c'est merveilleux. Bah voilà, donc en fait, c'est vraiment une démarche d'art plastique. Hein. Chacun peut être plasticien ou plasticienne avec des déchets. Donc c'est merveilleux, c'est accessible à tous. Et surtout, en fait, le but de l'association, c'est de montrer la quantité, mais la myriade de déchets que l'on peut récolter en 2 semaines. Donc ça incite quand même à la réflexion. Et si cet après-midi, vous êtes en journée transmédia, eh bien ne vous en faites pas. Vous y retournez samedi après-midi, tranquille, l'atelier se poursuit. Pas de soucis. Donc si Moss, t'es curieux, on peut se retrouver samedi après-midi à l'Université de Lille. Ça marche, je suis curieux. Peut-être qu'Élise aussi voudra... Ah, tout à fait. Ça amène aussi une réflexion par rapport, comme tu disais, les déchets, on n'imagine pas ce qu'on jette. Ouais. Et donc, c'est intéressant de voir ça. Enfin, ça m'intrigue. Et donc, on passe tout de suite... je vais peut-être vous dire tout ce qui reste de la fin de la semaine, parce que c'est pas tout. Moi, tu es bien impatient. Mais sache que samedi, The Place to Be, c'est également la place Riour, parce que le Lions Club de Lille Opéra organise une bourse aux livres. Et oui, et on a rencontré Michel Legros qui nous en a expliqué le concept. Donc nous récupérons toute l'année des livres que les gens nous donnent, nous les trions, on trie des tonnes de livres et on s'installe sur la place Riour donc dès samedi et on les vend au kilo. Donc c'est 5 € le kilo, c'est pas cher et c'est au profit de l'enfant sans difficulté. Voilà, donc je résume, samedi c'est art et littérature. Et petit rappel qui me tient à cœur, sachez que toute cette année, le Lions Club Lille Opéra a mené des actions auprès du foyer Thirier de Lille, qui accueille des femmes qui subissent des violences de la part de leurs conjoints ou ex-conjoints. Et le Lions Club Opéra est composé d'une 30aine de femmes, donc j'aime favoriser ce genre d'initiative. Leur bourse aux livres se poursuit jusqu'à dimanche, si samedi vous êtes débordés. Mais ce que je vous recommande par-dessus tout, c'est de finir votre samedi soir en beauté en assistant à la projection du film Ni les femmes ni la terre, qui sera au cinéma de l'Univers rue Georges Danton. Et cette projection a lieu dans le cadre du festival Écologie et Féminisme de l'association Chez Violette. Donc de l'insertion professionnelle à Roubaix à l'écoféminisme à Lille, il y a un monde et on peut constater la richesse de la vie locale dans notre métropole. Et ça, c'est fabuleux. Merci beaucoup Sophie de toute la richesse que tu disais de nos initiatives locales et de ce petit récap bien passionné de ce qu'on peut faire dans la métropole. Et on rejoint tout de suite la télé pour un second reportage sur les pailles en plastique. On rejoint Caro et Olympe. Oui, effectivement, c'est la fin des pailles en plastique et donc dans la métropole lilloise, des initiatives commencent à arriver. Reportage. Oui, non mais les gars... Concerner les pailles en plastique. Dans le centre-ville de Lille, où le commerce équitable est déjà à l'ordre du jour, des solutions sont proposées. Dans un magasin qui ne vend que des produits sans emballage et qui permettent aussi de réduire ses déchets, donc autant des pailles en bambou que des sopalins réutilisables, que des cotons réutilisables, des genres de choses. Et les pailles font aussi partie des choses qu'on peut réutiliser à vie. Les débits de boissons, bars, cafés et restaurants devront donc se tourner vers de nouvelles formes de paille. Certains ont déjà changé leurs habitudes, mais quelles sont-elles ? Tout d'abord, on essaye de ne pas donner de paille, mais il y a toujours des gens qui souhaitent en prendre une. Et avant, on avait des pailles en plastique, mais en fait, comme tous les produits jetables, on a choisi de payer un peu plus et d'avoir une option biodégradable pour réduire le coût environnemental. D'autres décident de complètement stopper les déchets pour éviter que cela se retrouve dans les océans, se servant des pailles en bambou comme outil de communication zéro déchet. La démarche du restaurant, c'est de faire des légumes bio, d'être dans une démarche à peu près éco-responsable au maximum, en tout cas sur tout ce qu'on peut. Il y a des normes de toute façon d'hygiène qui nous forcent à utiliser des produits qui ne sont pas forcément respectueux de l'environnement, mais sur tout ce sur quoi on peut avancer petit à petit, en tout cas on essaye de le faire. C'est vraiment comme une carte de visite en fait, quand vraiment les gens sont contents et que ça s'est bien passé, qu'on a le temps vraiment de discuter un peu plus avec eux, souvent on leur donne ça un peu comme un cadeau chez eux si on y pense quoi. C'est juste qu'un jour on m'avait ramené donc cette paille là
Et j'avais demandé à un fournisseur des pailles et il m'avait donné c'est une paille comme ça avec du papier par-dessus. Et là, je me suis dit que c'était quand même un peu abusé, mais on n'avait pas cherché plus que ça. On avait d'autres pailles un peu mieux. On avait essayé les pailles en papier, mais il y avait un goût un peu particulier. Le bois, le bambou, il y a un goût, mais il est quand même moins prononcé. En bambou lavable et réutilisable, ou en fibre biodégradable ou même en acier, le remplacement des pailles plastiques ne fait que commencer. L'objectif 0 paille plastique pour 2021 semble donc jouable pour Dayo, le barista. Maintenant, le coût est encore un peu plus élevé, mais vu que ça va devenir la norme, je pense que la demande va augmenter, donc le coût de production, à mon avis, va baisser. Du coup, j'espère que ça ne devrait pas poser de problème pour tous les autres commerces. De nombreuses initiatives existent donc déjà et les restaurateurs se préparent à ce changement dans l'unique but de réduire les déchets qui polluent notre planète. Et Olympe m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Olympe. Bonjour. Alors, sur quel constat se base l'Union européenne pour affirmer que donc, le plastique à usage unique doit être banni finalement? Déjà, elle se base sur ce qui se passe en ce moment dans les océans, puisque si on ne réduit pas notre consommation de plastique très vite, eh bien dans les océans, il y aura plus de plastique que de poissons d'ici 2050. Donc ça, c'est ce qu'a affirmé la fondation Ellen MacArthur. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on essaye de réduire notre consommation de produits jetables. D'accord. Et du coup, quel autre objet, à part les pailles en plastique, sont voués à disparaître? Du côté de tout ce qu'on peut retrouver dans l'hygiène, les cotons-tiges en plastique sont concernés. Donc ils vont bientôt être remplacés par des cotons-tiges en bambou, donc qui sont 100% biodégradables et recyclables. Idem pour les brosses à dents, on en fait en bois. Ça concerne également quelques produits qui sont lavables, qu'on peut laver plusieurs fois, comme les cotons démaquillants, par exemple. Ok. Et du coup, finalement, est-ce que faire un geste sur la planète, pour la planète, ce ne serait pas aussi faire un geste pour nous, finalement? Si, exactement, parce que c'est bien meilleur pour notre santé, puisque je rappelle que dans les emballages plastiques, on retrouve du bisphénol A. Et d'après plusieurs études scientifiques, cette substance est assez nocive pour le corps et elle pourrait accroître le nombre de cancers et de problèmes cardiaques. Ok, alors il faut vraiment faire attention. Et puis, ça risque de continuer à évoluer dans les années et mois à venir. Et on continue l'émission avec, me semble-t-il, Maude et Sophie qui sont en coulisses. Oui, on est en coulisses. Et puisqu'on est en coulisses, on est dans le desk et je voulais en profiter pour vous faire rencontrer une personne fabuleuse qui est en permanence au desk. Je vous préviens, c'est une interview exclusive. On va tout de suite découvrir Cathy. Alors Cathy, comment vas-tu déjà? Je vais très bien, je suis en train de peaufiner le reste de ma chronique. J'essaie de me concentrer, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup de monde dans le desk alors que je suis habituée à être seule ici. Du coup, j'essaie tant bien que mal de finir ça. Mais on te fait confiance, Cathy. On sait qu'avec toi, c'est toujours très qualitatif. Je voulais te demander, Cathy, d'où te vient cet amour du desk, cette passion qui ne semble pas s'amoindrir avec le temps qui passe? Comment c'est possible, ça? En fait, j'aime bien être seule. Et quand vous n'êtes pas là, c'est super. Donc, je me fais plaisir toute seule dans le desk. D'accord, très bien. Donc Cathy, notre camarade très solidaire et sympathique, comme vous le découvrez, qui est vraiment la reine de l'ironie et c'est pour ça qu'on l'aime. Là, elle travaille, mais elle nous la fait pas à nous en général, elle est sur Twitter. Voilà. Les rires de la salle semblent approuver mes dires, c'est merveilleux. Je pense que c'est fini pour la petite interview de Cathy. On va tout de suite retourner dans nos beaux studios radio pour la suite avec Élise Moss et l'interview de Monsieur M qui est à venir en fin d'émission. Au studio radio, mais on va retourner en télé parce qu'on a un invité en télé, Caroline, n'est-ce pas? Monsieur De Bruck. C'est bien ça, c'est donc Alexandre De Bruck, le président des Jardins d'Ébène. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots quelle chose fait l'association Les Jardins d'Ébène? Alors, le Jardin d'Ébène, c'est une association qui a été créée en 2009 et qui travaille sur la réduction des déchets et la lutte contre le gaspillage. Et donc différentes animations sur la thématique déchets, art récup, détournement d'objets. Et on s'est fait un peu remarquer à partir de 2014 parce qu'on a commencé à semer et essaimer aussi des Ripper-Cafés dans la région. Donc, dont le tout premier de la région qui est maintenant à Lille, à la Mresse. Et au jour d'aujourd'hui, on en est à environ 16 Ripper-Cafés. Enfin, exactement 16 Ripper-Cafés entre Grande-Sainte et le Valenciennois, quoi. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qu'un Ripper-Café? Alors, un Ripper-Café, c'est un endroit où on apprend à réparer soi-même les objets.
Donc notre idée, c'est de trouver sur un territoire des bénévoles réparateurs, sachant que le bricolage, c'est un peu un plaisir solitaire. On fait ça tout seul dans son garage, dans son atelier. Et j'ai eu une petite idée en 2014, c'est pourquoi pas essayer de mettre en commun toutes ces compétences qui sont isolées et pour envoyer après du lourd, quoi, pour réduire les déchets, lutter contre le gaspillage. Et justement, nous, on est allé dans un des Repair Café, celui de la Maillerie. Je me souviens. Et on a eu une histoire un peu, on va dire, rocambolesque. Une dame qui était venue réparer son vélo. Exactement. Et elle a fait appel à un outil qui est on va dire, de notre génération, hein, des années 2000, même 2010 même. En plus, ouais. Et quel est cet outil et comment a fonctionné la réparation de ce fameux vélo? Est-ce que tu peux nous rappeler cette histoire? C'était une imprimante 3D. Oui. Et c'est un des deux fondateurs de l'entreprise Dagoma, l'entreprise roubaisienne qui fabrique des imprimantes 3D locales, qui était venu comme ça par hasard. Il a entendu parler du Repair Café, il était un peu curieux. Et donc il arrivait avec son imprimante 3D. On a pu reconstruire en une demi-heure les deux axes en nylon du vélo d'enfant, quoi. Ouais. Donc ça a vraiment... c'est vraiment de l'initiative de chacun de pouvoir aider, entre guillemets, son prochain et trouver des solutions à des choses qui sont cassées. Et justement, là, bon, c'est un outil, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont informatisées, qui sont cassées, abîmées, qui ne fonctionnent plus. Est-ce que ce serait pas un lien justement avec l'obsolescence programmée? Oui, c'est exactement de l'obsolescence programmée, quoi. Il y a l'obsolescence logicielle, il y a différents types d'obsolescence programmée. La mode, c'est aussi... l'obsolescence programmée, c'est il faut à tout près avoir l'iPhone 17 avant tout le monde. Et j'ai trouvé un petit jeu de mots sur les Repair Café, j'appelle ça de la désobsolescence civile. C'est les citoyens qui viennent pour justement se mettre... lutter contre l'obsolescence programmée. Voilà, et mettre leurs compétences à disposition pour justement lutter contre l'obsolescence programmée, sachant que chaque objet a un poids, mais il a aussi un poids réel en amont de matières premières qu'il a fallu pour le produire. Un exemple, un mixeur à soupe, c'est environ 17 kg de matière première. Et l'objet fait 300 grammes. Ouais. Un PC portable, c'est 1,6 tonne. Un iPhone, c'est 1,2 tonne. Et tout ça, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. On n'imagine pas qu'on a 1,2 tonne dans la poche, quoi. C'est des matières premières qui ont dû être exploitées en stock limité à usage unique. Sachant les stocks, c'est en fait... les Repair Café, c'est de l'économie. On travaille pour l'économie de ressources et ça engendre de l'écologie. Et justement, est-ce que tu peux nous rappeler la règle des 3 R? Je me souviens qu'on avait évoqué la règle des 3 R, qui est très importante du coup dans le système de votre association. Oui, oui, dans le système des déchets. Donc la règle des 3 R, donc, en premier, il faut réduire ses déchets. Pour réduire, il faut réutiliser. Donc Emmaüs, ressourcerie, Le Bon Coin, c'est aussi une forme de réemploi. C'est la priorité. Après, c'est réparer, donc les Repair Café. Et en ultime solution, c'est le recyclage. Parce que le recyclage, c'est un process qui est énergivore et on ne récupère pas toutes les matières premières. Voilà. Et on reconsomme de l'énergie pour récupérer des moindres choses, quoi. Et du coup, là, ici, on est boulevard Vauban, on est 60 boulevard Vauban. Où se situe le Repair Café le plus proche pour que ceux qui ont envie ou ont besoin de réparateurs je pense que le plus proche, c'est celui de Lifetree qui a lieu tous les... troisième mardi du mois. D'accord. C'est à rue Roland. D'accord. À au centre social Simone Veil, rue Roland. Et c'est porté par Lifetree et le Jardin d'Ébène. Voilà. Donc la Cato indirectement. Eh ben merci Alexandre d'être venu sur le plateau du Media Lab. On continue cette émission avec cette fois-ci la Team Radio qui reprend le micro. Et me semble-t-il que l'on va parler de l'association ISRA, Mostefa. Merci Caroline, et oui, la Team Radio est toujours là, donc avec Élise qui va nous parler de l'association ISRA dans 2 minutes, mais on vous présente Monsieur M, donc Magid. Enchanté à vous, bonjour. Donc qui a rejoint nos studios radio et voilà, qui après va nous parler un peu de qu'est-ce que c'est Monsieur M et voilà d'un peu l'histoire de ces boutiques à Lille et à Roubaix et de votre fondation aussi que vous avez lancée il y a quelques... Qui devrait pas trop tarder, on est en train de mettre tout ça sur place en ce moment. Ça prend du temps, mais on tiendra au courant sur les réseaux et voilà. Il n'y a pas de souci, on en parlera de toute manière après. Et je me retourne vers Élise, donc tu vas nous présenter une superbe association, ISRA, qui vient en aide aux personnes en difficulté. C'est bien ça? Exactement, j'ai décidé donc de vous parler de ISRA, qui aide les personnes atteintes de troubles envahissants et de développement, mais également d'autisme,
à s'insérer dans la société et à gagner en autonomie. Cette association a été créée en 2011 par Fabienne de Oliveira. Elle raconte pourquoi elle a décidé de se lancer. Je suis maman d'une jeune femme autiste et il y a quelques années, je pensais que j'étais seule au monde avec une jeune femme avec ce profil-là. Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup de parents avec le même combat. Fabienne de Oliveira se rend compte qu'il n'existe pas de dispositif de logement adapté pour les jeunes adultes autistes qui restent souvent chez leurs parents. Elle invente alors un dispositif innovant et unique en France nommé Habited. C'est une résidence de 10 appartements loués à des jeunes autistes entre 20 et 40 ans avec un espace commun d'accompagnement. Ce lieu voit le jour en décembre 2015 dans la ville de Ronques. Les bénéficiaires disposent de logements classiques privatifs ainsi que d'un appartement à usage collectif. Des référents éducateurs spécialisés y passent régulièrement. Vianney, l'un des résidents, témoigne au micro de Grand Lille TV. Quand j'ai pas cours de la journée comme le jeudi, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une prise en charge dans l'après-midi avec un intervenant ou une intervenante qu'on appelle les AMP. Les AMP, en fait, ce sont des personnes qui nous accompagnent pour tout ce qui est la vie quotidienne. C'est l'entretien du logement, la cuisine. Et aussi, c'est un petit truc qui nous perturbe le dire parce que ces personnes sont aussi spécialisées sur les côtés psychologiques. L'association accompagne également les locataires dans l'insertion professionnelle. Et donc là, on a un partenariat important aussi avec la ville de Ronques sur 2 projets de 2 de nos locataires. Un donc avec les archives municipales et un deuxième avec la direction de l'éducation pour un contrat d'apprentissage à la direction de l'éducation. Des partenariats ont aussi été noués avec Auchan pour des emplois dans le Drive. Pour Fabienne de Oliveira, la résidence Habited doit cependant être un passage vers l'autonomie. Elle aimerait que certains des résidents puissent ensuite avoir un appartement indépendant. Des dispositifs similaires seront peut-être créés ailleurs en France. Fabienne a été sollicitée par de nombreuses associations désireuses de recréer ce modèle de logement partout en France. Merci beaucoup Élise. Et voilà, donc l'association Isrock, qui est une très belle initiative, je ne connaissais pas du tout. Oui. Est-ce que vous connaissiez un petit peu, Monsieur M, ce genre de... Non, franchement non, mais je trouve que c'est sympa de pouvoir aider de nos jours tous ces gens, tous les démunis, tous les sans-abri et tout. Il faudrait doubler, tripler, voir toutes ces associations qui peuvent faire du bien à tous ces gens, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Élise. On te retrouve après. Tu es toujours dans la team radio avec nous. Oui, je suis toujours dans la team radio. Et toi, Mostefa, tu nous parles maintenant du projet Demos dans la métropole lilloise. Et oui, Demos, toujours dans la métropole lilloise. On reste dans le local. Et si je vous dis guitare, violon ou piano, pratiquer d'un instrument n'est pas forcément une évidence pour tout le monde, surtout les enfants issus de quartiers prioritaires. Plusieurs obstacles se présentent, le manque d'établissements pour l'apprentissage de la musique ou tout simplement une question de moyens. Depuis 2011, le ministère de la Culture a pris ce problème à bras-le-corps avec Demos. Alors, pour vous, Demos, Monsieur M et Élise, qu'est-ce que ça veut dire ? Demos, c'est le peuple, non, en grec, il me semble. Alors, il y a pas une histoire comme ça. Ça se rapproche, c'est une appellation, c'est une abréviation un peu, d'après vous, avec la musique, ce serait quoi ? Ah, avec la musique. Franchement. Demos, je vois pas, éclaire-nous. C'est une longue abréviation pour, en détail, dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale. Ok. C'est un très long nom, mais une longue appellation qui veut dire beaucoup de choses. Demos a pour objectif l'accès à la musique pour les enfants des milieux populaires. Et donc, en 2011, ça a été lancé dans la région parisienne grâce à un partenariat avec le Philharmonie de Paris. La Philharmonie de Paris. Et l'initiative est ensuite arrivée quelques années plus tard, quand même 6 ans. Ça a mis du temps à se déployer. 6 ans dans la métropole lilloise en même temps que toutes les régions. Donc c'était il y a 2 ans, en 2017. Et alors, concrètement, Demos, c'est quoi ? Et qu'est-ce que ça donne surtout près de chez nous, dans la métropole lilloise ? Et donc, c'est plus d'une centaine d'enfants sélectionnés à travers différentes structures jeunesse, comme les centres sociaux ou les maisons de jeunes. Les lauréats sont dotés gratuitement d'un instrument pour pouvoir s'entraîner. Donc, il y a déjà un goût à la musique qui est déjà présent. Et donc, ils ont l'instrument pour pouvoir s'entraîner. Et ce qui n'est pas rien, parce qu'un instrument, ça coûte quand même assez cher. Je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué un instrument. Non. Vous n'avez pas pratiqué non, un franchement, instrument. Non. Moi, j'ai
pratiqué, pratiqué de l'instrument? mais du clavecin. Donc de là acheter un clavecin, c'est très compliqué. Donc je pense que ça n'a même pas de prix. Enfin, c'est très peu abordable. Donc du coup, on se rabat sur les pianos, mais même les petits pianos électriques, c'est très cher. Donc, mais même un petit synthétiseur, c'est ça, un petit synthé ou quelque chose comme ça, un ukulélé, on va y arriver. Ça coûte extrêmement cher, c'est un investissement. Et donc voilà, c'est donné aux jeunes qui par le centre social. Donc il y a un cofinancement avec aussi Demos. Donc voilà, Demos c'est aussi, il donne des moyens aussi. Donc c'est ce qui permet ça. Et donc 1 fois à 2 fois par semaine, chaque structure organise des sessions de répétition avec, s'il vous plaît, un intervenant de l'Orchestre national de Lille. C'est intéressant et donc ça, c'est pendant toute l'année scolaire et ça durera jusqu'en juin. Et pourquoi en juin? Parce que la finalité, c'est un concert pour l'été prochain. Donc donc c'est un concert orchestral et c'est quelque chose d'intéressant pour les jeunes initiés parce qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie. C'est des jeunes, ils sont âgés pour la plupart de 7 à 12 ans, donc c'est du primaire on va dire. Et les séances, c'est des véritables découvertes pour eux. La plupart d'entre eux n'avaient jamais pratiqué d'un instrument auparavant, ni même pénétrer un local d'orchestre, ni même l'Orchestre national de Lille ou même un conservatoire, donc c'est très intéressant. À noter, 9 villes dans la métropole participent à Demos, donc Armentières, Flach-Tuminil, M, Marc-en-Barœul, Mons-en-Barœul, Roubaix, Lille, Villeneuve-d'Ascq et Wattrelos. Donc voilà, 9 villes dans la métropole, c'est déjà pas mal. Et pour ces communes, le projet Demos, c'est une véritable aubaine parce qu'elle amène une ouverture culturelle au-delà de l'apprentissage de la musique. C'est une ouverture à la culture, car il faut le rappeler, ce sont principalement des enfants des centres sociaux qui bénéficient de ce partenariat. Alors après les éditions fructueuses de 2017 et de 2018, un nouveau concert, comme j'ai dit, est prévu pour cette année, au mois de juin, et histoire peut-être de concrétiser le travail de nos jeunes artistes et de découvrir peut-être des jeunes, et qui sait, peut-être que Demos recèle de surdoués dans la musique, on n'en sait rien. Le futur Mozart se cache parmi Exactement. les jeunes. Et vous, monsieur M, qu'est-ce que ça vous inspire, Demos? C'est une initiative assez originale, non? Oui, c'est bien, parce que c'est vrai que c'est un métier qui est pas assez en vue, je trouve. Parce que un musicien, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde de se servir d'un instrument. Mais former des petits jeunes, et comme disait Lise à côté, des futurs Mozart, oui, pourquoi pas. Et puis, comme tu le disais, Lise, des futurs Mozart, pourquoi pas. Il y a bien des acteurs comme Jamel Debbouze qui ont été repérés en banlieue et qui font une belle carrière. Et donc, on passe à la télé maintenant avec un nouveau reportage. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est la Petite Cantine, qui est une autre initiative locale. Sur le plateau du Media Lab, et on va s'intéresser à une cantine de quartier implantée à Croix. C'est un restaurant participatif où tout le monde peut mettre la main à la pâte. L'objectif, redynamiser les liens de proximité. Caroline Delattre s'est rendue sur place. Les petites cantines de Croix se sont installées depuis octobre 2018 au cœur de la ville pour le dynamiser. Marion, la maîtresse de maison, nous explique le concept. Alors en fait, les petites cantines, c'est un restaurant participatif. Ici, tout le monde peut mettre la main à la pâte. Donc, vous pouvez venir cuisiner le matin à 9h30 avec moi. Vous pouvez venir cuisiner, rentrer chez vous, cuisiner et rester manger, ou juste venir manger. Et après, quand on passe à table, vous voyez là, ils sont à table. C'est des grandes tablées. Le but, c'est d'être ensemble, de passer un moment convivial, de faire des rencontres. Une conception de menu fait par Marion dans une optique de mieux manger, local, bio et surtout fait avec ce qui leur est octroyé. Alors on a eu un partenariat avec Fort et Vert, qui est un grossiste bio. En fait, Fort et Vert livre des supermarchés du coin en légumes et fruits bio. Du coup, toutes les semaines, ils nous offrent une palette de légumes. On ne sait jamais ce qu'on va avoir, on le sait le lundi matin, et après, à partir de ça, j'ai créé un menu. J'achète aussi des légumes en permaculture au jardin de la Fontaine, qui sont très très bons. Et voilà, et après je complète. On essaye de trouver des arrangements avec des partenariats avec les magasins du coin, etc. pour récupérer le plus possible d'invendus, lutter contre le gaspillage alimentaire et montrer aux gens qu'on peut manger mieux, sainement, pour pas trop cher. Le prix n'étant pas une barrière, puisque pour cuisiner et manger, il faut cotiser à un abonnement prix libre, auquel s'ajoute le prix d'un repas libre lui aussi, un lieu atypique où le lien social se crée.
L'envie, je pense que c'est de faire des rencontres, créer du lien, faire des rencontres, découvrir des nouvelles personnes, apprendre à manger mieux, à cuisiner, apprendre des nouvelles recettes, parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, quand on est seul, on mange mal, c'est connu, et il y a beaucoup de personnes qui se nourrissent pas bien quand elles sont seules, qui cuisinent presque pas en fait, ou qui cuisinent pas du tout. Du coup, ici, c'est l'occasion pour eux de redécouvrir des nouvelles saveurs et d'avoir envie de cuisiner en rentrant. Il y en a beaucoup qui testent des recettes à la maison. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de gourmands aussi qui adorent cuisiner. Ici, ils s'éclatent dans la grande cuisine. Des gens qui ont la pêche et qui ont envie de le partager avec d'autres, redonner le moral aux gens. Enfin, voilà. Après, il y a des gens qui se sentent seuls, qui ont vraiment besoin de s'occuper, de faire des rencontres. En fait, on veut pas qu'un public en chasse un autre. On veut vraiment assurer une mixité sociale de tout âge, tous milieux sociaux. Voilà. Robin, lui, n'est pas un spécialiste de la cuisine, et pourtant, il prend plaisir à apprendre et surtout nouer des liens. Avec la technologie, maintenant, les gens sont souvent sur leur téléphone et ne pensent pas à se parler, et il n'y a pas assez de liens comme ça, social. Et voilà, moi aussi, je suis ici pour faire de la cuisine le matin, et puis après, on aide en vaisselle. Je dépanne aussi un peu en informatique de temps en temps. Puis des casseroles à revisser, des trucs comme ça, par-ci par-là, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que c'est jamais les mêmes personnes qui viennent vers le bénévole, il y a toujours des changements de personnes. Donc on découvre des gens au fur et à mesure, et c'est vraiment très gratifiant. Une recette à succès puisque les petites cantines vont se développer comme nous le confie Marion. Alors l'objectif, c'est d'ouvrir d'autres cantines, de permettre à tous d'avoir accès à la petite cantine. Il y a d'autres projets qui ouvrent en France, ailleurs, à Nantes, Strasbourg, etc. Mais nous, sur l'île, on a pour objectif d'en ouvrir d'autres, voilà, dans la région lilloise. Comme beaucoup d'autres initiatives locales, les petites cantines donc créent des rencontres, mais des rencontres qui ont du goût. Et Caroline nous a rejoint pour en parler. Ça a vraiment l'air d'être un lieu très chaleureux, donc on y mange, on y cuisine. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Alors oui, c'est une inscription un peu spéciale. Tout simplement, c'est pour des questions de sécurité. C'est vrai que on manipule quand même des outils où il y a des lames, etc. Donc il faut quand même être assuré. Et pour ça, toutes les personnes qui viennent et cuisiner et manger doivent s'inscrire et payer une cotisation à prix libre, donc en fonction des porte-monnaies de chacun. Et à côté de ça, une fois, on peut revenir le lendemain ou la semaine d'après, et pour manger, on met le prix du repas, cette fois-ci à prix libre. Il faut faire très attention au fait qu'il faut cotiser, mais aussi payer le repas. Donc après, c'est en fonction des revenus de chacun, donc il ne faut pas s'attendre non plus, à moins qu'on en ait envie, de mettre 60 € dans un repas. Mais le but, c'est vraiment pas que ça soit fixé sur l'argent, c'est vraiment les échanges et le lien social qui compte vraiment. D'accord, et j'imagine que tu as pu goûter quelques plats. Qu'est-ce qu'on y mange alors dans cette cantine? Alors c'est vraiment intéressant, moi j'y ai passé tout le midi hier, pour être précise. C'était vraiment très intéressant parce qu'ils recevaient du coup, par exemple, on a vu les images des bananes. On se dit tout de suite, les bananes, elles sont là, on va pas les manger, on les met à la poubelle, pas du tout. On met un petit peu de chocolat, on les passe au four, ça fait les desserts, c'est génial. Pour les pommes, c'est pareil, c'était des pommes qui étaient un petit peu, c'est sûr que si on les met sur une étale, elles sont pas très jolies, elles brillent pas, mais on les cuisine, on en fait des tartes aux pommes et c'était génial pour le dessert, tout le monde s'est régalé. Moi, j'ai très bien mangé, je trouve que c'était vraiment très accueillement, et le but c'est vraiment d'arrêter de jeter les choses qui ne sont pas forcément jolies mais qui restent toujours comestibles tout simplement. Ça donne envie en tout cas, et je te remercie Caroline. Tout de suite on retrouve Sophie en coulisses. Oui, c'est le retour de votre moment préféré, les coulisses de cette journée Transmédia, et on a décidé de vous faire visiter un petit peu les plateaux. Alors donc voici la régie du plateau télé, et attention, on va casser un mythe parce que regardez à quoi ressemble le plateau télé. Et oui, c'est de l'exclu total pour la journée Transmédia. Toudou. Et vous pouvez voir à quel point on est bien équipés. Voilà, donc on a Caro et Olympe. Voilà, vous nous avez vu il y a quelques secondes juste ici, et maintenant on est... Et regardez, l'envers du décor, c'est un petit peu moins glam, mais c'est encore mieux. Allez, c'est parti, on monte en radio, parce qu'on a une personnalité parmi nous, qui n'est autre que le vice-doyen, ce cher monsieur Luc Athénard. Et alors, attendez, ça va être très amusant, parce que regardez, hop, nous voilà,
avec Quentin qui fait la tâche ingrate de tenir le câble. Coucou Quentin, et Maud qui nous filme, c'est la meilleure personne. Allez, on va en radio. Ah bah Léonie dans les coulisses. Voilà Léonie. Mais tout de suite, attention, il est là, il est assis, c'est notre vice-doyen. C'est bon, la caméra, ça suit. Voilà, alors, bonjour Monsieur Thénard. Bonjour. Comment allez-vous en cette journée de transmédia ? Eh bien très bien, je viens visiter un petit peu le Media Lab, voir comment se déroule cette belle journée transmédia. Parce que mine de rien, c'est quand même l'occasion de montrer les savoir-faire de ce master. Master 1 et Master 2, et puis voilà, donc c'est original, c'est en direct, donc c'est aussi mon rôle de venir voir quand on a des événements de ce type, et puis de les promouvoir si possible. Et de voir à quel point on est talentueux. Et tout ça, c'est grâce au papa du master, qui n'est autre que Monsieur Laroche, qui est également ici, c'est merveilleux. Bonjour Monsieur Laroche. Bonjour Sophie. Alors je suis bien content d'être là pour assister à la journée transmédia, de voir l'enthousiasme des étudiants, des professeurs, et puis l'excellence du matériel, des studios radio, studios télévision, qui montrent qu'on est bien là dans une super formation journalisme et histoire de la Cato. C'est vrai, tout à fait. Alors on est très corporate, mais on est très heureux. Et puisqu'on est au studio radio, eh bien on reste là. C'est Moss et Élise qui vont faire la merveilleuse interview de Monsieur M que l'on a tant teasé. Allez, c'est parti. Merci beaucoup Sophie pour ces coulisses que tu nous fais. Sinon c'était le dernier coulisses malheureusement, mais tu fais ça tellement bien qu'on en redemande. Ah oui. C'est Élise et moi, on est, même Monsieur M, on est un peu. Voilà. Et donc du coup Monsieur M, on va parler de vous parce que vous êtes la star, une des stars de cette heure de transmédia. Merci. Et donc vous êtes très investi, très impliqué dans la vie de la métropole lilloise. Cela d'abord a commencé à Roubaix, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà. Donc Monsieur M, comme on vous surnomme et comme vous êtes surnommé, vous êtes maître pâtissier, c'est bien ça ? Oui, voilà, chef pâtissier, en gros. Ouais. Et vous avez ouvert à Roubaix une boutique de desserts, c'est ce qu'on appelle comme ça, c'est l'appellation sur Facebook. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux, ça vous connaît en parlant de Facebook, puisque toutes vos créations ne passent pas inaperçues auprès de vos 400 000 fans sur votre page. Et autant dire que voilà, vous fédérez un public et que cela s'est concrétisé par un certain succès, on peut le dire. Oui, voilà. Bon, tout d'abord, je vais remercier la Cato qui m'a invité, Mustapha qui est venu vers moi. Voilà, tu m'excuses, ça a pris un peu de temps, mais je suis tellement pris en ce moment, je viens juste de revenir de vacances, donc je dois jongler entre les rendez-vous, les pâtisseries et tout. Donc, je vais revenir un petit peu à la création de Monsieur M. Monsieur M, d'où vient Monsieur M, d'où mon prénom Majid, voilà. Comment j'ai démarré ? J'ai travaillé toute ma vie, j'ai travaillé en industrie, l'imprimerie exactement, et puis il n'y a pas de secret, j'ai toujours été gourmand. Voilà. J'ai toujours été gourmand. On ne fait pas des pâtisseries comme ça du jour au lendemain. Et puis, arrivé à mon âge, à 50 ans, je me suis dit... la transition s'est effectuée. Voilà, la transition s'est effectuée. L'imprimerie commençait, depuis la création du numérique et de Internet, commençait à disparaître un petit peu à la fois sur la région. Et puis, elle a pris un petit peu le chemin du textile. Elle a pris un petit peu le chemin du textile dans le Nord. Et puis, par rapport à ça, je me suis dit... pourquoi pas essayer de faire ce que j'aime, pourquoi pas essayer de faire ce que j'aime. Et puis il y a mon épouse, je remercie mon épouse et ma famille qui m'ont vraiment poussé à repasser les diplômes pour dire de pouvoir ouvrir... Est-ce que ça a été un long parcours justement, de changer de voie professionnelle ? C'était pas évident parce que quand vous travaillez depuis l'âge de 20 ans en industrie jusqu'à 50 ans, ça fait quand même 30 ans passés en industrie. Reprendre comme vous les crayons et les cahiers à mon âge, c'est franchement pas évident. Donc je me suis inscrit à la Chambre des métiers.
la Chambre des métiers à Lille, il y en a un petit peu partout, hein, il y en a un petit peu partout pour dire de passer un CAP pâtissier. La difficulté que j'ai rencontrée, mais heureusement, je remercie encore une fois ma famille qui m'ont aidé, il y a ma fille qui m'a aidé, mon garçon, parce que comme j'ai arrêté très très jeune l'école, j'avais pas de diplôme, donc pour pouvoir avoir le CAP, je devais passer toutes les matières, que ça soit pratique ou théorique. Donc j'ai dû retourner avec le petit cartable et refaire du français, des maths, de la physique et toutes ces choses-là, quoi. Et ça a pris combien de temps, ça, de repasser Alors, voilà, vu mon âge, moi, j'ai dû faire une formation adulte qui prend une petite année, octobre à juin, donc 8-9 mois. Donc, j'ai dû travailler, passer mes dimanches à faire des rédactions, faire des fractions, c'était pas du tout évident, donc j'ai dû tout repasser. Et puis voilà, le diplôme a été obtenu, hein. J'ai vraiment travaillé sans cesse. Et puis en fin d'année, mes profs, comme ils ont vu que j'avais vraiment la volonté de vouloir avancer, m'ont proposé de faire une deuxième année, ce qu'on appelle une mention complémentaire. C'est tout ce qui est dessert de restauration, les desserts à l'assiette, les macarons, les glaces, confiserie, chocolat et tout. Donc j'ai repassé un deuxième diplôme et que j'ai obtenu aussi. Bravo. Voilà, donc 2 ans et 2 diplômes, voilà, 2 ans et 2 diplômes. Donc après, bon, je faisais en intervalle quelques petits gâteaux à la maison pour des amis, pour la famille et tout. Et puis l'ampleur prenait, puis c'était plus possible, quoi. Et est-ce que vous avez ensuite lancé votre première boutique à Roubaix. Est-ce que avant de vous lancer à Roubaix, vous pensiez avoir autant de succès? Parce que il y a un succès quand même. Franchement, honnêtement, non. Mais j'avais pas peur parce que je me suis dit que la vraie pâtisserie française, la vraie pâtisserie fine, il y en a pas beaucoup qui la proposent sur le marché. Il y a pas mal de salons de thé, pâtisserie sur l'île et la région, hein, pas mal, mais c'est plus la pâtisserie anglo-saxonne, on va dire. Voilà, c'est plus la pâtisserie. Et moi, j'ai voulu mettre en avant plus la pâtisserie que j'ai appris à l'école. Hein. Je remercie mes profs et la Chambre des métiers au passage. Voilà, j'ai voulu mettre ça en avant à des prix très très abordables pour que les gens puissent profiter de la pâtisserie française, quoi. Voilà. Et pourquoi Monsieur M? C'est la question qu'on s'est posée quand on en a discuté. Pourquoi Monsieur M? Est-ce que c'était quelque chose qui vous représente? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette appellation? Vous vous appelez Magid, c'est votre prénom. Votre double maléfique, peut-être. Elise, elle a peut-être une piste. Et c'est, voilà... Est-ce que c'est Monsieur Magid? Est-ce que c'est Monsieur M pour... Le verbe aimer, ouais, voilà. Aimer, exactement. Il y a 2 choses. Il y a Monsieur M, comme mon prénom, Magid. On s'est mis autour d'une table avec la famille, mon épouse, mes enfants et mon beau-fils pour dire de trouver... Il faut bien trouver quand même un nom pour une enseigne. Hein. On a cherché par rapport à ça. Donc, comme c'est moi qui étais, on va dire, au départ... lancé pour ce projet, donc on a voulu tout projeter par rapport à moi, et le M, il m'a plu par rapport à ça, et par rapport à mon frère que j'ai perdu il y a quelques années, qui s'appelle Mohamed, et que j'ai perdu d'un AVC à l'âge de 55 ans. Donc j'ai voulu, en hommage à lui aussi, voilà, en hommage à mon frère aussi. Bon, j'aurais bien voulu qu'il soit là aujourd'hui pour voir la réussite, mais bon... on choisit pas, voilà. Et puis un peu à la fois maintenant, ça prend un franc succès, quoi. C'est vrai que ça prend fait. Et ça a eu un tel succès que voilà, une seconde boutique a ouvert à Lille et pas n'importe où. Sophie était étonnée quand on en discutait. Oui, tout à fait. Donc vous avez ouvert au niveau de la Vieille Bourse et je me demandais comment on passe d'un cadre donc qui est Roubaix très cosmopolite avec une grande mixité même sociale au cadre qu'est Lille et particulièrement le centre, la Vieille Bourse qui a ses standards, voilà, qui est peut-être un petit peu guindé. Comment on gère cette ouverture? Comment on gère cette nouvelle clientèle? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Au début, quand on a ouvert Roubaix, honnêtement, on ne savait pas comment on allait marcher au début et tout. Après, c'est vrai que comme on était dans le quartier de l'avenue Jean Lebas, où il y a le musée de la piscine, la gare, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de créateurs. Les maisons de la mode. Hein. Ouais, voilà, les maisons de la mode, il y a l'office du tourisme. Donc, on regroupe beaucoup de personnes diverses, hein, beaucoup des familles, des avocats, ça va dans tous les sens. Et puis il y a 6-7 mois à peu près, on a eu l'opportunité, on nous a proposé de pourquoi pas s'élargir à Lille, hein, à Lille particulièrement. Et bon, on a réfléchi parce que c'était un petit peu trop tôt. Hein, on venait juste c'était un vrai défi en plus, hein, pour vous. Voilà, c'était un vrai défi. C'est beaucoup de travail, c'est du travail au quotidien. Mon
emploi du temps, je me lève, il est 6 heures, des fois je rentre, il est 20 heures. C'est quasiment du 7 jours sur 7. C'est beaucoup d'engagement. Et puis on nous a proposé cette deuxième affaire, le local, et puis on s'est dit, bon, pourquoi pas la vieille bourse. On va plus la présenter, donc par rapport à ça, on s'est dit, bon allez, on fonce, on y va quoi. Bon, ça n'a pas été facile parce que à Roubaix, on a laissé le cachet tel quel, tel quel. On a juste ramené quelques petites décos, quelques petites peintures, mais à Lille, ici à la Vieille Bourse, on a dû refaire tous les travaux, on a dû se mettre plus aux normes, beaucoup de choses qui n'étaient pas aux normes. C'était un magasin de vêtements, si j'ai bon souvenir, donc on a dû tout refaire ces choses-là. Et puis maintenant, franchement, après. Au niveau de la clientèle, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Là, on a plus... C'est aussi convivial à Lille qu'à Roubaix. Vous avez réussi à recréer cette atmosphère. Oui. Franchement, il y a beaucoup de clients qui jonglent, qui font Roubaix, qui font Lille. Après, on a beaucoup d'étrangers, c'est normal, la Vieille Bourse, beaucoup de touristes. Mais franchement, on va dire, je commence un petit peu à souffler, mais au début, on a commencé à Roubaix, on était 2 avec une stagiaire, on était 2. Donc après, maintenant, ils sont 4 ou 5 en pâtisserie. J'ai formé une équipe, je les ai envoyés sur Lille, et là maintenant je forme une deuxième équipe sur Lille, et voilà. Génial. Ce qui est intéressant dans Lille, c'est que vous avez informé vos clients sur les réseaux sociaux. Et est-ce que pour vous, les réseaux sociaux, c'est important? C'est pour vous pour promouvoir Monsieur M? De nos jours, on va pas se le cacher, c'est les réseaux sociaux qui font toute la pub qui se passe en France via l'Europe ou le monde par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille, franchement, il y a eu beaucoup de bouche à oreille, mais c'est vrai que les réseaux sociaux font partie au quotidien de la com, de Monsieur M et d'autres établissements, quoi. C'est vous qui prenez les photos, qui vous en occupez? Comment ça se passe? Honnêtement, c'est plus... Moi, j'essaye déjà de faire de bons gâteaux. Ouais. Voilà, déjà. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà, j'essaye de faire de bons gâteaux. Non, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un travail de famille. C'est un travail de famille. C'est mon beau-fils, c'est une étudiante aussi qu'on a en alternance, qui donne aussi un coup de main de temps en temps quand elle est en entreprise, quoi. Alors, dernière question, puisque le temps court malheureusement. Oui. Vous avez compté exactement, Sophie. Vous avez le projet de lancer une fondation. Oui. Pourquoi? Quel élément déclencheur pour lancer cette Alors, l'élément déclencheur de la fondation, ça nous a frappé aux yeux, c'est quand vous quittez la boutique de Lille le soir et que vous voyez toutes ces personnes qui sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, je repars en métro pour dire de retourner sur Roubaix et Tourcoing. Quand on voit ces personnes qui sont dehors à la rue, qui sont sans rien, qui sont sans abri et à qui on peut faire plaisir aujourd'hui, on aimerait bien lancer une fondation, Monsieur M, pouvoir aider, mais ça on en discutera, on le dira prochainement. C'est encore en cours, c'est tout frais. Voilà, c'est encore en végétation, c'est encore tout frais, mais je vous dis tous les soirs quand il nous reste, parce que nous on travaille d'une manière où on garde pas les gâteaux. Voilà. Alors, merci beaucoup, Monsieur. Avec plaisir, merci à vous. C'était passionnant. Merci de nous avoir parlé de votre expérience. Voilà. Et c'est ainsi que se conclut cette heure de Transmédia avec toute l'équipe radio. Donc, je vais citer Sophie, Élise, en télé, Olympe, Maude, Caroline, les invités. Donc, Alexandre, donc, président du Jardin des Bennes, et Monsieur M. Merci. Voilà, merci beaucoup d'être venu pour assister à cette heure. Et on rend l'antenne, prochain groupe, prochain flash info, prochain contenu, et ainsi de suite. Bon après-midi à vous.